Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. On va pas tarder à commencer la conférence. Ah bah nickel si vous m'entendez bien. Pour les derniers arrivés, je vous remets le lien pour vous connecter sur la conférence pour le WooClap pour pouvoir participer en direct. Pour le moment, j'en ai 16 sur 26 qui sont connectés. Et comme la dernière fois, normalement, je vous ai intégré les diapos de réponse pour éviter que vous switchiez entre le Zoom et le WooClap. Bon, du coup, on va commencer. Donc aujourd'hui, c'est une conférence infectiologie de façon assez large puisqu'on va avoir 5 QCM de virologie, bactério, parasito et mycologie. Ça permet de voir un peu une vue d'ensemble de ce qu'on peut demander le jour du concours en QCM. Et ça vous permettra, vous, de faire des bonnes révisions pour savoir déjà là où vous êtes à l'aise et là où vous l'êtes un peu moins. Donc pour participer, comme d'habitude, vous pouvez flasher le QR code ou utiliser directement le site internet. De ce que m'ont dit certaines personnes, apparemment sur le téléphone, ça marche pas très bien. Donc je vous conseille plutôt d'utiliser un PC ou une tablette. Donc du coup, je vous laisse répondre à quelques petites questions avant qu'on commence, histoire que je puisse situer un peu votre niveau. Ouais, donc vous êtes plus à l'aise en bactériaux et en viraux que le reste. Bon, vous allez voir, les QCM de parasito et myco, ils se ressemblent quasiment tous chaque année, donc ce sera pas une. Normalement, vous n'aurez pas des grosses difficultés. Donc l'infectiologie au concours, ça tombe beaucoup en QCM. Il faut savoir, c'est en moyenne entre 14 et 15 QCM sur 60, que ce soit viraux, enfin, toute l'infection en règle générale et beaucoup de questions en pharmaco d'infection aussi, beaucoup les antibiotiques. Ça tombe tous les ans en dossier. Donc par exemple, l'an dernier, on a eu le dossier sur le rotavirus qui a fait extrêmement mal parce qu'il n'était jamais tombé. Et en plus, très franchement, le cours est extrêmement petit. Donc, beaucoup de personnes ont dû se dire, bon, c'est pas grave, je la prends pas. Donc en infectio, je vous conseille de faire vraiment aucune impasse parce que tout peut tomber. Et en plus de ça, il y a des dossiers un peu transversaux, par exemple VIH et tuberculose, ce genre de choses. Donc pour les items au concours, il y en a tellement que je vous les ai mis directement dans le PDF que je vous mettrai dans le drive avec les QCM. En tout, il y a 76 items si on découpe les très gros items et qu'on rajoute toutes les bactéries et virus. Donc c'est une très grosse partie du programme. Bon, du coup, on commence. Parmi les propositions suivantes concernant les antituberculeux, laquelle ou lesquelles sont exactes? Bah, c'est pas trop mal. Alors, pourquoi la réponse D est fausse?  ? 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 : «
Ouais, c'est ça, c'est l'inverse. L'éthambutol entraîne une névrite optique. Donc, la rifampicine colore bien les urines, la sueur, les larmes et la salive en orange. Donc, pour la question C, la pyrazinadine provoque des hyperuricémies parce qu'en fait, on a une compétition avec l'acide urique sur l'élimination au niveau rénal. Donc, comme on disait pour la réponse D, c'est même l'éthambutol, son principal effet indésirable, c'est la névrite optique. Donc, c'est vraiment à retenir plus et à ne pas oublier de le donner en dossier le jour J. Et après la question E, la rifampicine est un inducteur enzymatique. Oui, en effet, c'est presque un inducteur qu'il faut connaître par cœur. Donc, elle est inducteur sur le 3A4, 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19 et l'UGT. Donc, les antituberculants, en règle générale, tombent souvent en QCM et ça tourne toujours en fait plus ou moins sur la même question, les EI et les mécanismes d'action. Donc, les ennuis des antituberculeux sont vraiment à connaître par cœur. Et Elissa, la semaine prochaine, vous faire la conférence sur la tuberculose et va revenir dessus parce qu'elle fera tuberculose et les traitements associés. Donc, je vous conseille d'y aller pour ceux qui ont des difficultés sur cet item-là. Donc, parmi les propositions suivantes concernant le Pseudomonas aeruginosa, quelles sont celles qui sont exactes? Bah, c'est pas trop mal. Du coup, qui peut me dire pourquoi la B et la D sont fausses? N'hésitez pas à prendre la parole au micro aussi, c'est plus simple pour vous. Alors K, c'est un pathogène strict, je suis assez d'accord, donc du coup, elle fait partie de la flore transitoire. Et du coup, pour la réponse D, pourquoi est-ce qu'elle est fausse? Le pseudomonas, il est responsable de quel type d'infection? Plutôt respiratoire. Ouais, respiratoire. Est-ce que tu en aurais d'autres en tête? Urinaire et Ouais, ça peut faire des méningites aussi, je crois. oui, c'est ça. Et en effet, c'est une bactérie qui est surtout retrouvée dans les infections nosocomiales. Alors, en effet, sur la culture, on peut observer des filaments verts brillants diffusibles. Et en plus, on peut utiliser des milieux de culture spécifiques pour les favoriser. C'est les milieux King A et King B. Donc, comme on disait, c'est des infections, Pseudomonas va surtout donner des infections cutanées, ORL, tout ce qui est méningite et urinaire. Et oui, elle est bien résistante naturellement aux aminopénicillines. Alors ça, c'est genre la question qui tombe tout le temps au QCM sur Pseudomonas, donc c'est vraiment à retenir par cœur. Elle est surtout sensible en fait aux aminosides et aux fluoroquinolones. Donc, je vous ai remis un tableau avec les résistances et les sensibilités de Pseudomonas qui est vraiment à connaître par cœur parce qu'en dossier, il les demande très souvent quand la bactérie tombe. Donc, je vous laisserai le regarder après à la maison plus en détail. Et si jamais vous avez des questions dessus, il ne faudra pas hésiter à les poser sur le Discord. Donc, parmi les propositions suivantes concernant Chlamydia trachomatis, laquelle est exacte? Bah, dis donc, c'est pas mal du tout. Du coup, pourquoi la réponse B, C, D, E sont fausses? Pour la cyclovire, c'est les herpès viridés. Oui, c'est ça.
Donc, Mn a raison, c'est le corps, et Emma, c'est le corps élémentaire qui est la forme infectieuse. Et du coup, chez le nouveau-né, est-ce qu'elle donne des infections? Bah, s'il y a une transmission materno-fétale, oui. Et tu sais quel type d'infection ça donne chez le nouveau-né? C'est pas oculaire. Ouais, c'est ça, c'est des conjonctivites. Et est-ce qu'il existe un vaccin contre chlamydia? Non. Ouais, aucun vaccin existant. Donc pour le traitement, pour chlamydia, pour un petit rappel, c'est l'azithromycine en voie orale en dose unique et souvent on traite en systématique pour la Neisseria gonorrhoeae. Donc indiquer quels sont parmi ces antibiotiques celui ou ceux pour laquelle l'administration par voie orale s'accompagne d'une absorption suffisante pour les traitements des infections généralisées. Alors du coup, pourquoi est-ce que la A est fausse? Ouais, les aminosides sont en voie IV seulement parce qu'ils ne sont pas absorbables. Il n'y a aucune résorption par voie orale. Et du coup, pourquoi la C vous a posé problème? Ah, vous la connaissez pas? Si je vous dis CEF comme segment de DCI, ça vous fait penser à quelle famille d'antibiotiques? Ouais, les céphalosporines. Alors après, c'est pas une C3G, c'est une C1G pour le coup. Et elle s'utilise quasiment plus en fait chez l'humain, mais elle avait bien on peut très bien l'utiliser en voie orale. Donc le jour du concours, quand vous vous rappelez plus, ah mince, qu'est-ce que c'est, toujours quand vous apprenez vos médicaments, de penser segment de DCI. Et Samir, son indication, elle est utilisée pour tout ce qui est traitement des infections ORL. Donc comme elle est quasiment plus utilisée, c'est pour ça que quasiment personne ne la connaît. De toute façon, le QCM était un peu vieux de mémoire. Oui, il datait de 2010. Donc parmi là où les réponses exactes concernant la glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse. Ah bah, personne n'a eu bon du coup sur celle-ci. Pourquoi la A, B et C sont fausses du coup? Ouais, là, c'était un beau piège, Emma, en effet, parce que c'est le streptocoque du groupe A et non B qui est responsable de la glomérulonéphrite. Alors ça, ce piège entre le A et le B, il s'amuse à le faire assez régulièrement en QCM. Pour la B, pourquoi est-ce qu'elle est fausse du coup?
C'est peut-être nullipare. Oui, mais en fait, ça infecte tout le monde, hein, le streptocoque du groupe A. Après, en effet, chez les femmes enceintes, on peut avoir des problèmes assez importants au niveau du fœtus. Et la C, comment est-ce qu'elle... Ouais, c'est une protéinurie non sélective. Donc ça, la glomérulonéphite aiguë post-infectieuse liée au streptocoque du groupe A, donc c'est Streptococcus, c'est lequel du coup le groupe A? Pyogenes, ouais, c'est ça. Donc c'est tombé déjà 3 fois en dossier et à chaque fois c'est des dossiers qui font assez mal parce que les personnes en biochimie ne révisent pas beaucoup le côté, les syndromes, enfin, tout ce qui est syndrome néphrotique post-infectieuse, parce qu'on reste sur les schémas assez classiques souvent en bioche. Mais sachez que quand ça tombe, du coup, bah, ça fait hyper mal. C'est avec le score ASLO. Par rapport à quoi, Emen? Celui du coup PA. J'ai plus trop de mémoire en tête ce cours-là. Ça m'étonnerait pas plus que ça en soi. Faudrait que je regarde les annales parce qu'en dehors de 2 vieilles annales de 1990, après c'est la plus récente, c'est 2020. Donc juste pour vous faire un petit rappel sur la glomérulonéphrite post-infectieuse, donc c'est un syndrome néphrétique aigu. Donc c'est une néphropathie glomérulaire par complexe humain. En symptômes, on va retrouver déjà les plus communs, donc tout ce qui est œdème, hématurie, hypertension, réduction de la diurèse, insuffisance rénale, protéinurie. En immuno, on va avoir une chute transitoire des C3, ce qui est un bon marqueur biologique, et la biopsie n'est pas systématique. Et en traitement, on traite en symptomatique. Donc il faut savoir que ça a été le piège des cas cliniques qui sont tombés là-dessus en disant ah, est-ce qu'il existe un traitement curatif à ça? Bah, la réponse était non. On n'a que du traitement sympto. Donc parmi les infections suivantes concernant le virus de l'hépatite B, une seule est fausse. Laquelle? Pas mal du tout, du coup. Pourquoi les autres sont fausses? Enfin, pourquoi les... Enfin oui, en effet, c'est un virus ADN, pardon. Donc ils font bien partie de la famille des Hypnaviridae. Elle possède bien une enveloppe lipoprotéique. Elle comporte bien une capside. Et elle peut être transmise par voie sanguine. Donc au niveau des transmissions, on peut aussi trouver tout ce qui est transmission sexuelle, donc c'est une IST assez importante, ou verticale avec l'accouchement ou l'allaitement. Et je vous ai remis rapidement les grandes caractéristiques du virus de l'hépatite B, donc il faut le déclarer obligatoirement. Et la capside, elle est de symétrie icosaédrique. Donc, parmi les propositions suivantes qui concernent le cytomégalovirus humain et l'herpès simplex virus, laquelle est inexacte?
Donc pourquoi est-ce que le microscope électronique ne peut pas les différencier facilement? En effet, MN, c'est parce que c'est la même famille. Donc qui dit même famille dit quasiment même structure. Donc du coup, avec le microscope, on ne pourra pas les différencier. Et pour la réponse B, il ne faut pas oublier que la famille des herpès viridae, il y a d'abord une primo-infection, une latence, plus une réactivation. Et du coup, est-ce que ces deux virus sont enveloppés? Oui, en effet, ils sont tous les deux enveloppés. Donc, est-ce que vous connaissez des virus qui ne possèdent pas d'enveloppe? Ouais, le VHA, je suis d'accord. L'entérovirus aussi, le papillonavirus également. Et poliovirus, adénovirus, c'est quelle famille? C'est les rotavirus. Donc ça, c'est les seuls à connaître au programme. Alors, quand c'est la déclaration obligatoire, en fait, c'est que dès que tu fais que tu poses le diagnostic que cette personne est atteinte du virus de l'hépatite B, tu es à déclaration obligatoire de le faire. C'est comme pour le VIH ou pour d'autres pathologies. Parce qu'il faut savoir que le virus de l'hépatite B, on peut le diagnostiquer en épisode aigu, mais on peut aussi le diagnostiquer en épisode chronique. C'est-à-dire que la personne s'en est jamais aperçue, un jour elle fait les tests et en fait on s'aperçoit qu'elle est plus du tout en phase aiguë, la maladie. Donc parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles s'appliquent au cytomégalovirus? Bah, c'est pas mal du tout. Donc pourquoi la A et la E sont fausses? Ouais, on peut les cultiver. On les cultive sur quoi d'ailleurs? Oui, sur des fibroblastes humains. Et en effet, comme dit Angel et MN, les primo-infections peuvent être asymptomatiques. Donc le virus, pour la réponse C, les diagnostics est possible en fait sur beaucoup de liquides biologiques, donc le sang, le LCR, le sperme, les urines, le liquide amniotique. Donc on a une transmission via le sang maternel ou la barrière fœto-placentaire et on a une culture sur cellules MRC5, donc c'est culture sur fibroblastes humains. Donc là, il faut savoir par contre que la culture est assez rare pour les virus. On ne le fait que dans des cas très particuliers. Mais pour le jour du concours, si jamais on vous demande comment est fait le diagnostic, il ne faut pas oublier de le citer quand même. Donc parmi les propositions suivantes concernant le ganciclovir, laquelle ou lesquelles sont exactes?
Donc en effet, la C est fausse. Et qui peut me dire pourquoi? Ouais, c'est la forme triphosphate qui est active. Et pourquoi en fait la E, on est obligé d'avoir une contraception efficace chez la femme en période d'activité génitale? Ouais, parce que c'est tératogène. Donc le ganciclovir, on l'utilise pour les infections sévères à cytomégalovirus, les infections au virus herpétique résistant par la mutation de la tyrosine kinase et en traitement préventif ou curatif d'une greffe. Donc au niveau des effets indésirables, à connaître par cœur la toxicité centrale, donc une hématotoxicité qui se traduit par une neutropénie, des troubles neuropsychiques, donc convulsions et tremblements, et c'est tératogène et mutagène plus. Donc pensez contraception chez la femme. Donc, en cas d'exposition au sang par blessure d'un personnel de santé avec un sujet de statut virologique VIH-A, VIH, VHC, VHB inconnu, quels sont les examens réalisés? Bah, c'est pas trop mal. Du coup, pourquoi est-ce que c'est la B et la D de vrai? Non, c'est pas à cause du temps d'incubation des virus spécifiquement. Enfin, oui, si, on peut le voir comme ça, mais pourquoi est-ce qu'on dépiste toujours chez le personne source et non l'exposé? Oui, Emma, c'est ça, pour s'assurer que la personne exposée ne risque rien. Parce que comme disait Emen, en fait, le temps d'incubation peut être très long. Et donc, du coup, bah, ça sert strictement à rien de regarder ce qui se passe chez l'exposé, parce que quand vous allez faire le test à temps zéro, là où il s'est piqué, bah, il va rien se passer, en fait. Les anticorps ne seront pas du tout présents. Et Angel, pourquoi pas la E? Pourquoi la E est fausse? Oui, c'est en fait, c'est le même problème. Comme disait IC, c'est par rapport chez l'exposé, en fait, on n'aura pas le temps de voir l'antigène apparaître. Donc, du coup, c'est pas intéressant. Parce qu'il faut savoir que le temps d'incubation, à peu près, pour le virus de l'hépatite B, c'est de 4 à 28 semaines, donc c'est extrêmement long. Pour le VIH, il faut compter entre 4 et 5 semaines environ. Donc ça, c'est à retenir. Dès qu'il y a un accident du sang chez un soignant, donc qui va se blesser avec un objet fouillé, on recherche toujours le statut sérologique du patient, donc de la source, et jamais chez le soignant. Donc parmi les affirmations suivantes, cochez là où les réponses exactes. L'hyperéosinophilie sanguine peut être un élément d'orientation diagnostique dans les affections suivantes. Donc c'est bien la C et la D de vrai. Alors pourquoi la A et la B et la E sont fausses? Qui peut donner les orientations diagnostiques de l'aspergillose, de l'amibiase et de la candidose?
Alors la A n'est pas invasive. Même si elle était invasive, dans tous les cas, tu n'as pas d'hyperéosinophilie. L'orientation de la diagnostic de l'aspergillose, c'est la radio et le terrain et la clinique. La B, il n'y a pas d'hyperéosinophilie en cas d'amibiase ou de gardiase. L'orientation de diagnostic, en fait, c'est l'épidémiologie, donc tout ce qui est répartition, facteurs favorisants, groupe à risque et la clinique. Et pour la candidose, alors si elle est superficielle, il n'y a que la clinique qui fait office d'orientation de diagnostic. Et si jamais elle est profonde, ça va être la clinique, le terrain et plus ou moins une fièvre résistante aux antibiotiques. Donc pour la fasciolose et la bilharziose, il faut bien retenir l'hyperéosinophilie. Donc la fasciolose, on va la trouver qu'en phase d'invasion et en phase d'état. Et pour la bilharziose, par contre, on va la trouver qu'en phase initiale. Donc par exemple, si sur un bilan bio, vous ne l'avez pas, mais que vous apercevez qu'au final, on n'est pas vraiment en phase initiale, on est plus en phase d'état, bah, c'est normal, il ne faut pas vous inquiéter, ni invalider votre diagnostic à cause de ça. Donc ça, je vous conseille en parasitomycologie de bien connaître les signes d'orientation de diagnostic, parce que c'est plus facile quand vous êtes devant un cas clinique de vous dire « Ah tiens, ça me fait penser à ça. Ah tiens, ça me fait plus penser à ça. » Si par exemple le cas clinique est un peu dur et dans les questions ne vous oriente absolument pas. Parce qu'il y en a certains qui vous disent un peu plus loin dans les questions « Oui, alors quel est le traitement de cette mycose profonde ?» Bah, déjà, vous pouvez éliminer pas mal de choses. Donc parmi les médicaments suivants, quels sont ceux qui sont utilisés dans le traitement des candidoses profondes? Donc en effet, c'est pas trop mal. Pourquoi est-ce que la A et la D sont fausses? On les utilise pour traiter quoi, ces deux molécules? Ouais, c'est pour la parasitose. Donc le praziquantel, c'est un anti-L-MA, c'est le tinidazole, c'est un anti-protozoaire. Donc je vous ai mis un petit moyen mnémotechnique pour les segments de décilibre pour ne pas les confondre le jour J, parce que ça, ils s'amusent très facilement en fait à vous poser ce style de questions-là en mettant des antifongiques et des antiparasitaires avec plus ou moins les mêmes consonances. Et par exemple, si le jour J, vous avez un trou de mémoire, en fait, comme la question était sur les candidoses profondes, donc sur la mycologie, bah déjà, en fait, vous pouvez éliminer deux réponses qui étaient hors propos, parce que ça traitait de la parasitologie. Donc, si vous aviez une vague idée des DCI sans trop savoir pour quelle infection c'était particulièrement, bah, vous éliminez comme ça. Donc ça, en parasito-myco, ils s'amusent assez souvent à vous poser des questions de mycologie avec des items de parasito dedans. Bah, c'est directement faux, hein. Vous ne posez pas la question. Vous pouvez directement les éliminer le jour J. Donc, quelles sont les propositions exactes concernant l'amphotéricine B? Bah, c'est pas mal du tout. Pourquoi la B et la C sont fausses, du coup? Alors, est-ce que c'est qu'un antifongique, Emma? Est-ce qu'on ne peut pas le retrouver aussi pour d'autres affections?
Alors MN, en effet, ça agit sur l'ergostérol et on n'en a pas sur les bactéries. C'est totalement exact. Et en effet, on n'a pas une bonne absorption digestive. C'est pourquoi on les utilise qu'en IV, parce que c'est des très grosses molécules. Donc l'amphotéricine B, c'est la molécule de référence pour les mycoses invasives, donc qui fait partie de la famille des polyènes. C'est un antifongique concentration dépendante et aussi un antiparasitaire pour la leishmaniose, comme dit Camille. Donc sa action sur l'ergostérol de la membrane fongique, très faible absorption digestive, donc du coup on préfère l'utiliser par voie IV. Et c'est néphrotoxique dose dépendante, ça c'est l'effet indésirable que vous devez connaître par cœur pour l'amphotéricine B. Sur la copie, le jour du concours, si ça tombe, vous ne pouvez pas l'oublier. Donc, du coup, parmi les affirmations suivantes concernant Cryptococcus neoformans, une seule est fausse. Laquelle? Donc, en effet, celle qui est fausse, c'est une contamination et d'origine endogène. Comment est-ce qu'on contamine avec le Cryptococcus? Ouais, des spores par inhalation, donc par voie respiratoire. Est-ce qu'il y a une autre voie où c'est possible de se contaminer avec le Cryptococcus? Cutané aussi, je suis d'accord avec toi, Angel, mais c'est hyper rare quand dit Emma. Donc, Cryptococcus neoformans, c'est une levure ronde, encapsulée et lipophile. Donc, la capsule, c'est des mycopolysaccharidiques. Il n'y a pas de pseudomycélium. Le facteur favorisant, c'est une lymphopénie CD4 et une contamination par inhalation des spores infestantes, plus ou moins une inoculation cutanée traumatique. Donc, parmi les propositions suivantes concernant Aspergillus fumigatus, lesquelles sont exactes? Bon, les réponses sont plutôt mitigées. Donc, pourquoi la C et la D sont fausses? Ouais, il n'y a pas de macronidie. Comment est-ce qu'on identifie au microscope Aspergillus fumigatus? Ouais, des têtes aspergillaires et plus précisément, ce qu'on voit surtout, oui, c'est les filaments septés. Donc les têtes aspergillaires, c'est rarement observé au cours du microscope. Enfin, au cours de l'examen direct au microscope. Et Angel a raison, c'est résistant au fluconazole. Donc du coup, on traite comment notre aspergillus? Donc ici, voriconazole, je suis d'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres traitements médicamenteux possibles? Amphotéricine B aussi. Donc en première ligne thérapeutique, c'est le voriconazole. Et en alternative, on a l'amphotéricine B liposomale. Et en deuxième ligne thérapeutique, si on n'a pas d'amélioration au bout de J7, on a tout ce qui est caspofungine ou posaconazole.
Et est-ce qu'il y a un autre moyen de traiter l'aspergillus? Surtout les aspergillomes, comment est-ce qu'on les traite? Chirurgie, oui. Par la ponction paire. Donc du coup, Samir, tu peux nous dire ce que ça veut dire paire? C'est pas une histoire de ponction, absorption, réinjection et réabsorption? Ouais, c'est ça. Et est-ce que du coup, vous êtes sûr que c'est la technique paire qu'on utilise pour l'aspergillus? Et en effet, vous avez raison, c'est pas le cas, c'est pour l'échinococose. En fait, pour l'aspergillus, on fait juste un traitement chirurgical en faisant une exérèse de la truffe aspergillaire ou du lobe carrément où se trouve la cavité. Et en plus de ça, on peut associer un traitement par médicament en plus. Donc, parmi les propositions suivantes concernant Strongyloides stercoralis, lesquelles sont exactes? Bah, du coup, qui peut me dire ce que c'est comme infection? Ouais, l'anguillulose. Et du coup, pourquoi la baie est fausse? Oui, il n'y a pas d'autre intermédiaire. Donc du coup, pour la réponse, pour le QCM, la réponse A, il s'agit d'une manifestation cutanée dans l'anguillulose liée à la migration des larves. Donc ça fait des lésions cutanées érythémateuses, purigineuses et fugaces évoluant en poussée. Donc pour la B, elle est fausse parce que c'est un cycle monoxène. Il y a le Galba troncula, donc c'est l'hôte intermédiaire de la Fasciola hepatica. Donc pour la réponse C, l'ivermectine, c'est bien le traitement de première intention. La D, elle peut être asymptomatique, en effet, dans à peu près 50% des cas chez les immunocompétents. Et il effectue un cycle entéropulmonaire, donc manifestation cutanée avec la larva curène. Ces manifestations pulmonaires, c'est le syndrome de Loeffler. Donc ça, l'anguillulose n'est pas beaucoup tombé au concours. C'est, je crois, 3 dossiers en tout. Donc je vous conseille quand même de bien le réviser parce qu'en dehors de son cycle parasitaire, il n'est pas très compliqué à apprendre. Alors la parasitose, ça tombe pas souvent, j'ai l'impression, Amen. En effet, en fait, quand tu regardes les annales, ce qui tombe beaucoup, c'est bactériovirologie. C'est vrai que la parasitose, ça tombe rarement, et ce qui tombe beaucoup, c'est le paludisme et la toxo. Parmi les propositions suivantes, indiquez celles ou celles qui sont exactes concernant la toxoplasmose.
Bah, c'est pas mal du tout. Pour la C, pourquoi est-ce qu'elle est fausse? On met de la spiramycine. Ouais, et chez immunocompétent, est-ce qu'on va traiter surtout? Non, en traitement général. Ouais, en effet. Donc on a une abstention thérapeutique chez immunocompétent et les molécules qui sont actives, c'est les sulfamides antibactériens ou la spiramycine, qui est un macrolide. Donc on traite surtout chez l'immunodéprimé et aussi on va faire un traitement chez la femme enceinte si jamais elle se contamine lors de la grossesse. Parmi les propositions suivantes concernant la gardiose, laquelle ou lesquelles sont exactes? Donc du coup, pourquoi la D et la E sont fausses? Oui, c'est l'iodénum et pas le côlon. En effet, Samy est RIC. Et oui, Angel, c'est ça, pas d'hyperéosinophilie car elle n'est pas invasive. Et en fait, en règle générale, pour les protozoaires du concours, il n'y a pas d'hyperéosinophilie tout court. Donc du coup, le diagnostic, ça se fait c'est un examen parasitologique des selles à répéter 3 fois à 3 jours d'intervalle. Parce qu'en fait, il y a des périodes muettes d'émission des kystes, donc c'est pour être sûr de pouvoir les observer. Le traitement de première intention, c'est la famille des nitro-5-imidazolés, donc tout ce qui est métronidazole, tinidazole, secnidazole. Et comme je disais, on n'a pas d'hyperéosinophilie chez les protozoaires du concours. Donc, parmi les propositions suivantes, indiquez celles ou celles qui sont exactes. Les formes responsables de la contamination de la Toxoplasma gondii peuvent être. Donc, contamination par les oocystes. Qui peut me donner les 3 façons de se contaminer pour la toxoplasmose? Alors, les kystes, les oocystes, les trophozoïdes, tachyzoïdes. Donc, les oocystes disséminés dans l'environnement, les kystes tissulaires, donc on va être retrouvés chez tous les autres intermédiaires, et les tachyzoïdes, en fait, la transmission va se faire via les transfusions sanguines et la transmission placentaire. Donc, du coup, on a plus ou moins terminé. Je crois que c'est le dernier QCM. Donc, une seule de ces propositions est fausse, laquelle Plasmodium falciparum peut être responsable.
Donc la fausse, c'est de néphrite cartane. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est fausse? Alors, c'est surtout pas le bon plasmodium qui est responsable de ce type de choses. C'est Malariae, comme dit Camille. Donc pour la réponse C, les fièvres bilieuses hémoglobinuriques sont très rares et c'est des formes graves, rares, qu'on va retrouver chez l'enfant. Et je vous ai remis les différentes fièvres qu'on peut retrouver avec les plasmodiums. Donc on a la fièvre quotidienne avec le clocher thermique toutes les 24 heures, qui sont pour les rares accès à P. Niouslei, ou alors quand on a infection par 2 clones décalés de P. falciparum. Donc on a la fièvre tierce maligne qui est commun pour Ovalet, falciparum et vivax, et la fièvre carte avec un clocher thermique à J1, J4 et J7 pour P. malariae. Donc ce QCM-là était un peu méchant parce que je crois que dans les statistiques, il avait fait mal à beaucoup de personnes. Donc du coup, je vous fais quelques questions un peu pour pouvoir préparer les prochaines conférences de QCM. Bon, donc globalement, le temps pour répondre était plutôt bien, donc on va rester à 45 secondes. Alors sachez, pour ceux qui me posent régulièrement la question, alors les confs de QCM, on en aura sur le mois de juin, mais aussi juillet et août. On essaiera peut-être d'alterner conf de QCM en semaine ou call, et avec une conf sur un thème précis en week-end par rapport au formulaire qu'on vous avait donné pour connaître un peu votre avis sur le sujet. Donc vous en faites pas, on va refaire un post sur Discord pour pouvoir vous réexpliquer le fonctionnement de cet été. Donc du coup, je vous laisse me donner des idées de conf de QCM que vous aimeriez avoir, en sachant qu'il y a épidémiologie et statistique dans 2 semaines et chimie analytique en fin du mois avec Léa. Ouais, biochimie retombe pas mal. Alors la santé publique, c'est prévu. Je pense que je vous le ferai plutôt fin août. Fin août ou en septembre, dans le sens où, bon, c'est des items. Bon, c'est pas que c'est des items qu'il faut pas connaître, mais comme c'est un QCM, voire 2 par an, le mieux c'est de l'utiliser à mémoire sur le court terme pour pouvoir les retenir. Vous verrez, c'est toujours plus ou moins la même chose qui retombe.
Donc, cardiologie, on vous en fera une, mais après que Florine vous ait fait une conférence cas clinique dossier, comme ça vous permettra déjà de voir un peu mieux comment ça se passe. Les médicaments en mélangé, ouais, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut voir le classement pour se situer? Alors, Angel, normalement, j'ai... Ah, si, ça marche, parce que la dernière fois, ça marchait pas. Bah voilà, du coup, le classement. Donc, je peux faire peut-être le top 5, top 20, je sais pas comment ça me fonctionne. Voilà. Il faut savoir, c'est pas une notation de type internat hein, pour les QCM. Bah donc du coup, pour la semaine prochaine, c'est la conférence sur la tuberculose qui est faite par Elissa qui est arrivée 9e au concours. Donc je vous conseille plus d'y aller. Elle vous fera un cas clinique tombé en anal, elle vous fera une correction type comme celle l'avait rédigée le jour du concours. Et elle vous a préparé un cas inventé, on va dire. Et en plus de ça, elle vous a préparé quelques surprises. Donc elle m'a dit que la conférence durerait à peu près 2 heures et elle se fera le samedi parce qu'elle, elle n'est pas disponible le dimanche. Et Emma, j'ai une question avant que l'on termine par rapport à la conférence de la dernière fois. Tu nous avais proposé de nous donner une fiche des solutés. Alors, la fiche sur les solutés, c'est parce que je ne l'ai pas encore terminée de la relire et de la compléter parce que je révise mon dernier partiel qui tombe le 8 juin. Donc, vous en faites pas, je vous le donnerai sur le Discord sans souci. Je ne l'ai pas oublié. Bah donc du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée et comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, on est disponible sur le Discord. Je vous mettrai dans le Drive le PowerPoint et les QCM pour les refaire et je vous ferai, comme la dernière fois, apparemment, je peux créer des sessions où vous pouvez les faire tout seul. Mais bon, c'est pas hyper optimal, mais bon, si jamais vous les entraînez comme ça, ce sera peut-être pas plus mal aussi. Bah, bonne soirée et bon week-end. Des bisous à tout le monde.